Pour améliorer la mobilité et désenclaver les régions isolées du Gabon, le CTRI a lancé plusieurs chantiers de réhabilitation et de construction de routes, mais pas seulement à travers le pays. Travaux publics, point sur les grandes réalisations sous le CTRI. Vous l'aurez compris, c'est le thème de notre grand débat du soir de ce mardi. Gervais Mehdi Tsoka, directeur général des infrastructures de transport, et Jean-Félix Edzozom Ondo, ingénieur des travaux publics en chef, sont mes invités. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Merci, monsieur. Alors, notre grand débat va être axé aujourd'hui sur les chantiers lancés par le CTRI, les différentes réalisations. On va parler de ces réalisations qui sont déjà à terme, celles qui sont en cours et celles qui n'ont pas encore été lancées, mais qui sont prévues. Alors, avant de faire le point sur les réalisations du CTRI, si on regardait sur le rétroviseur pour dresser un bilan ou faire un état de lieu des infrastructures routières avant l'avènement des militaires au pouvoir. Monsieur le directeur général, permettez-moi de me tourner vers vous pour commencer. Qu'est-ce qu'il faut que l'on dise? Quand on regarde dans le rétroviseur, on parle des infrastructures. Avant l'avènement du CTRI, avant le 30 août 2023, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Ce qu'on peut retenir avant l'avènement du 30 août, on peut dire simplement que tout le réseau routier était quasiment mort. Ça, je peux l'affirmer ici. Pourquoi? Parce que à cette époque, j'étais directeur des études et l'évaluation des projets. C'est après le 30 août qu'on a revu renaître un peu les projets routiers. Mais tout était mort, quasiment. D'accord. Alors, monsieur, vous qui êtes ingénieur dans le domaine, alors comment comprendre quand on regarde dans le rétroviseur, monsieur Mehdi l'a dit, quand on parle d'infrastructure, tout était mort et pourtant on a vu et on a annoncé à grande pompe certains grands travaux. On a parlé de la Transgabonaise par exemple et aujourd'hui, s'il faut que l'on fasse un bilan, finalement, s'il faut qu'on s'en tienne à ce que monsieur le directeur général dit, comment expliquer cet état de fait? Disons que je vous remercie, monsieur Gaël. Je préciserai que j'étais, avant le 30 août 2023, encore ingénieur supérieur des transports à la Banque africaine de développement. C'est moi l'ingénieur qui ai suivi les activités de construction de routes au Gabon sous financement BAD. Donc j'avais la latitude de connaître le réseau routier gabonais. En ce qui concerne ce que vient de dire mon collègue Mehdi, c'est une réalité. Le réseau routier gabonais était par terre. En dehors des tronçons que la BAD venait de construire, c'est-à-dire Ndende, Lebamba, Fougamou-Mouila et la Léula-Sourville, tout le reste du réseau routier gabonais était en état de délabrement très avancé. Et c'est à ce moment que le CTRI arrive. Voilà ce que je peux donner comme... Alors, mais comment expliquer? Est-ce que finalement... Je vais expliquer, je vais aller à l'explication tout simplement parce que, vous savez, les projets routiers sont les projets qui d'abord connaissent des études, c'est-à-dire une programmation, une préparation, une programmation, et qui doit passer à la budgétisation et à l'exécution. Au départ, tous ces aspects sont mis en place. Maintenant, c'est celui qui manage, celui qui gère, c'est celui qui doit mettre en place tous ces aspects. C'est à ce moment où le bas blesse, tout simplement parce qu'à un moment, les grands travaux avaient pris le relais des travaux publics. Les grands travaux se situaient où? C'était à la présidence. Si je me rappelle bien, les travaux publics avaient été pratiquement, dans le terme où je peux utiliser, déplumés de ces vaillants ingénieurs. Et aux grands travaux, on trouvait parfois des gens qui n'étaient pas des ingénieurs en réalité, mais c'était des gens, des fonctionnaires qui faisaient autre chose que de construire les routes. Ils faisaient autre chose parce que tous les projets routiers, dès qu'on commence aux travaux publics, quand ça arrive là-bas, c'est arrêté. Il y a des éléphants blancs. Voilà comment nous sommes arrivés à un état de délabrement avancé des projets. Il a dit qu'il était directeur des études. C'est pourquoi je soutiens jusqu'en 2012, les études étaient bien suivies. Je travaillais avec lui. Dans le sens professionnel, BAD, État gabonais. Mais on a programmé des études, on a programmé des projets et avait des programmes. Par exemple, le programme d'aménagement du réseau routier, qui avait déjà placé en son sein une stratégie de construction par priorité des routes.
nationale. On devait lier toutes les provinces entre elles et à la capitale. Les départements avec les capitales provinciales et les pistes avec les départements. Mais rien n'a été suivi à la lettre. Et on a vu les subdivisions s'arrêter parce que tout simplement, il n'y avait plus l'alimentation au niveau des équipements, au niveau des pièces de rechange. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des éléphants blancs et du matériel désossé dans les subdivisions. Et nous en sommes à ce niveau jusqu'au 30 août 2023. Voilà, en gros, en regardant dans le rétroviseur, ce que je peux avancer comme les raisons qui ont fait à ce que le réseau routier gabonais se retrouve désossé en état de délabrement très avancé. Monsieur Mehdi, vous étiez un directeur des études et l'évaluation des projets. L'évaluation de projets. Vous qui étiez au plus près de ces différentes situations, différents projets qui ont été lancés ou qui ont été annoncés. Alors dites-nous que finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre les études qui ont été menées, entre le financement de certaines banques et la non-réalisation ou la réalisation à moitié de ces chantiers? D'accord. Il faut préciser que lorsque j'ai dit que le réseau routier était quasiment mort ou bien totalement mort, les périodes sont bien définies. C'est allant de 2007 à 2010, on avait des programmes financés par la BAD et par la BID, donc avec des bailleurs de fonds classiques. Et là, les projets s'exécutaient jusqu'à la réception définitive des travaux. Mais à partir de 2010, 2012, les projets initiés par le régime déchu, qui étaient financés par fonds propres, ont connu des insuffisances financières, d'où les projets se sont arrêtés. Ils sont au nombre de 5 grands projets. Allez-y, est-ce que vous pouvez en parler Voilà. Donc, on a par exemple Mwanda Bakumba, on a Ndende Chibanga, on a Chibanga Mayumba, on a Ova Makoku, on a Forasol Mbega. Ce sont des grands chantiers, des projets d'envergure qui se sont arrêtés pour faute de financement. Pourquoi? Parce que le régime, à l'époque, voulait financer sous fonds propres, ce qui est difficile pour les projets de 50 km, 100 km, qui coûtent des centaines de milliards. Ouais. Donc, voilà pourquoi je disais que c'était quasiment zéro. Donc, à partir de 2023, donc à la suite du coup de libération, le président de la transition a impulsé une autre dynamique. Voilà. Donc, a permis au ministère des Travaux publics de trouver un souffle nouveau. Donc, il a trouvé des financements pour relancer ces 5 projets qui étaient en arrêt pendant au moins 10 ans. 10 ans, oui. D'accord. C'est là la réalité. C'était vraiment le temps mort. D'accord. Oui, allez-y. Mais avant 2008-2007, les projets étaient étudiés, étaient bien suivis. Mais lorsqu'il s'agit de financer les projets par fonds propres, c'est là où les problèmes ont commencé. Et c'est là où je parlais de la période où le réseau routier était quasiment nul. Parce que finalement, les fonds propres difficiles, monsieur Edozom, vous qui étiez à la BAD et qui travaillez justement... Je veux dire que les fonds propres ont souvent souffert de cette, je vais dire, mauvaise gestion. Il faut parler des choses telles qu'elles se présentent. Les fonds propres ont tendance à être utilisés à d'autres fins qu'aux fins de construire. Ou bien, vous savez, lorsque la Banque africaine de développement finance un projet à la contrepartie gabonaise, nous avons eu à des périodes où la BAD était en train de financer les projets, le fonds propre qui n'arrive pas à son niveau normal, tout simplement à passer avec des retards. Et quand il y avait le fonds propre, il n'était pas souvent utilisé à bon escient. C'est ce que je prends le cas des routes qu'il a citées, par exemple le Ndende Chibanga. C'est la BAD qui devait financer ce projet-là, de 100 km. Mais le ministre, à l'époque, a demandé à financer le financement sur fonds propres, sur les coûts qui avaient été évalués à moins de... Est-ce que ça s'explique, excusez-moi, est-ce que ça s'explique quand la BAD veut financer, le ministre demande que la route soit financée? Ce sont des accords. Comment le gouvernement est responsable et souverain, c'est l'État. L'État a mesure de dire que nous ne voulons plus de ce financement. Tel qu'il a été prévu, nous allons financer sur fonds propres. D'un montant initial de à peu près dans les 200 milliards, ils sont arrivés à plus de 300 milliards sur fonds propres sur Ndende
Tchibanga, qui n'ont jamais été investis. Ils ont commencé simplement au niveau des terrassements. Après, ça s'est arrêté là. Et le projet s'est arrêté. Voilà des cas précis où ils ont fait l'étude, les financements ont été mis en place, on a changé de mode de financement, on est arrivé au fonds propre et ça n'a pas avancé, le projet s'est arrêté et les financements ont disparu. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, M. Mehdi, il y a une nouvelle dynamique qui a été impulsée par les nouvelles autorités. Y a-t-il une particularité justement entre les travaux initiés ou lancés par le CTRI et ce fait avant le CTRI? Je pose la question parce que le rythme d'exécution des travaux est tellement accéléré qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'études au préalable, où on s'est servi des études qui avaient déjà été faites avant pour lancer les travaux que l'on voit, parce que le pays est en chantier. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des projets qui étaient en arrêt pendant longtemps, que le président de la transition a financé pour qu'on relance ces projets-là. Donc, ces projets avaient des études et des projets d'exécution validés par l'administration, notamment la Direction générale des études. Maintenant, les autres projets qui s'accélèrent, qu'on observe un peu partout, ce sont des routes en béton. Donc, le béton, il y a une méthodologie. Il y a beaucoup d'ouvrages où on peut trouver la méthodologie d'exécution des routes en béton. Donc, c'est facilement exécutable. D'accord, mais quand vous parlez, c'est vrai qu'il y avait peut-être des études faites, mais si on parle d'un arrêt de 10 ans et qu'on doit relancer des projets entre-temps en 10 ans, si on prend l'environnement qui change forcément, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur les études faites auparavant ou on s'adosse sur ce qui avait déjà été fait pour continuer les travaux ou pour lancer les travaux? Votre question est très pertinente. Parce qu'il faut connaître que le dimensionnement de la route est de deux phases. Il y a une phase géométrique, il y a une phase structurelle. Donc on dimensionne une route pour améliorer les rayons de raccordement en plan et en long, et on dimensionne en fonction de la structure des chaussées. Donc il y a des études géotechniques, il y a des études topographiques. Donc les études topographiques vont nous amener à améliorer les rayons pour garantir le confort de l'usager et la sécurité. Maintenant, sur le plan structurel, pour les projets qui avaient démarré et qui ont subi des arrêts pour faute de financement, on revient faire des prélèvements, sinon des sondages et des campagnes de déflexion pour vérifier si la plateforme est encore de bonne portance pour pouvoir réaliser les autres couches. Donc, c'est des études complémentaires qu'on réalise pour pouvoir exécuter les travaux. Vous qui êtes ingénieur, oui, allez-y, monsieur. Il y a aussi cet aspect qui facilite ce type d'activité, c'est l'auscultation. Quand on fait des auscultations, c'est-à-dire expliquez-nous, on n'est pas tous ingénieurs en TP. Je peux dire à pas militaire, 1, 2, 3, 4, on sait que lorsqu'on met le pied ici, la route se porte encore bien, il y a un trou, on prélève le trou, il y a casse, on prélève la casse, le pont est cassé, on prélève. Et lorsqu'on vient travailler, on fait d'abord tout de traiter là où il y a le mal. Le mal, c'est-à-dire, comme il a dit, qu'il y a des études, il y a des moments où on ne passe plus à l'étude globale. On prend les zones qui sont malades et on les traite avant de venir mettre la couche qu'on a retenue comme solution. C'est comme ça qu'on fait pour aller plus vite. Et j'avoue que ce sont les principes qu'ils ont adoptés pour savoir qu'en fait, lorsqu'une étude n'a pas encore atteint son âge pour qu'on revienne à l'actualisation, on est à mesure de voir une route qui s'est vite dégradée, travailler à point, on appelle ça dans les entretiens à point de temps, c'est-à-dire à un endroit, on traite uniquement la route et on avance. Et surtout qu'il y a beaucoup de ces routes en béton qui ont été exécutées sur des zones en terre. Ce n'étaient pas des structures en béton bitumineux où il fallait encore revenir pour savoir que la chaussée était déjà affaiblie, était faible. Mais des routes en terre et dans des zones habitées, il fallait seulement regarder s'il y a eu des érosions, si on pouvait faire les remblais, compacter et revenir avec du béton, tout en sachant que le compactage a été le bon. En fait, c'était faciliter les tâches. D'accord, vous parlez des routes en béton, parlons-en et restons dessus. Pendant plusieurs années, les Gabonais n'étaient pas habitués à ce type de routes. Aujourd'hui, on les voit un peu partout, notamment dans les quartiers. Ces routes en béton-là, est-ce qu'elles sont fiables? Oui, allez-y. Je peux répondre. Après, le collègue va compléter. Il faut comprendre que lorsqu'on a commencé avec les routes en béton, le président de la transition voulait impacter le maximum des populations.
Donc ça s'est exécuté dans un rythme que vous connaissez, à vitesse que vous connaissez. Mais après, le ministère s'est approprié ces routes-là. On s'est approprié, on a vérifié la mise en œuvre. Sur certains tronçons, elle n'était pas bonne. Donc nous, on a proposé de développer une méthodologie. Donc on a invité toutes les PME qui exécutaient ces travaux-là d'urgence pour leur présenter comment est-ce qu'il faut réaliser une route en béton armé, une route en béton non armé, une route en béton non armé goujonnée. Donc cette méthodologie développée et validée par le ministre d'État, le ministre des Travaux publics, a été expérimentée au niveau des charbonnages. Donc la station totale de charbonnage est une planche expérimentale où on va expérimenter la méthodologie que nous avons développée au niveau du ministère des Travaux publics. Une fois les résultats sont satisfaisants, on va l'appliquer sur plusieurs routes. Maintenant, les routes qui ont commencé à être réalisées, qu'on a constaté qu'ils n'étaient pas bien réalisées ou bien il y avait des défauts prématurés, donc on avait demandé à ces entreprises-là de reprendre selon les prescriptions qu'on leur avait données. Je vais prendre un exemple. La route du château d'eau Angonje Cap Caravane, qui était réalisée par une entreprise, une PME gabonaise CITP, les 2 premiers tronçons avaient des défauts qu'on avait constatés. Et après le passage des experts du ministère des Travaux publics, la fin a été exécutée suivant les normes et se comporte très bien. Donc la première partie, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut corriger et puis avancer. Et en même temps, pour les autres PME, comme par exemple BMCA, qui avait commencé à exécuter sans l'implication du ministère des Travaux publics, on a aussi eu des séances de travail avec cette PME qui a finalement compris comment est-ce qu'on doit réaliser une route en béton armé. Et aujourd'hui, ils exécutent bien. Ils ont finalement compris, mais avant, ils n'avaient pas compris, mais ils avaient déjà lancé certains travaux. Ils avaient compris à leur manière. D'accord. Mais ce n'était pas satisfaisant, suivant les normes exigées par CETRA ou bien le ministère des Travaux publics. Alors, M. Edozom Ondo, alors dites-nous, entre qualité et exigence dans le délai de livraison, on voit toujours que les délais sont très courts. Il faut aller vite. Ce sont les militaires, vous l'avez dit, on va au pas militaire, il faut aller très vite. Est-ce qu'il faut craindre justement quant à la qualité des travaux réalisés? J'avoue que la qualité vient du produit qui est d'abord fabriqué sous des normes. On peut accélérer la prise du béton. On peut l'accélérer. Normalement, ce que nous apprenons à l'école, c'est que le béton prend normalement à 28 jours. Mais il y a des produits qui permettent de faire prendre le béton plus vite. Par exemple, le béton qui va dans l'eau, il faut le durcir tout de suite. Il y a aussi des bétons qu'on met avec un ensemble d'agrégats qui font en sorte que dès qu'on met, il suffit d'attendre quelques temps. La circulation qui doit passer dessus doit être réglementée. Je vais revenir sur l'aspect qualité et durabilité. Il y a des aspects qui sont arrivés lorsque la population n'était pas encore bien informée et bien habituée à la nouvelle donne. C'est par exemple les signalisations. Les normes de port, c'est-à-dire de porter les charges. C'est à ce moment où, quelque part, eux, aux travaux publics, ils ont trouvé la solution dont il vient de déterminer, de démontrer avec Goujon. Pourquoi? Parce que toutes les routes ne prennent pas les mêmes charges. Il faut réglementer les tonnages, il faut des panneaux qui indiquent. À un moment, j'avoue qu'avec le temps, ça va venir. Mais ce qui a été fait, si on dit que ça a été fait trop vite et mal fait, je dirais non. Ça n'a pas été mal fait. C'est trop vite que la population a découvert une nouvelle donne et ne savait pas vraiment l'exploiter à bon escient comme il faut. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ils commencent déjà à comprendre. Et je vais vous dire, je suis très observateur. À peine 18 mois, on voit le béton qui résiste à la pluie du Gabon, qui est la quantité d'eau qui tombe sur Libreville est très abondante à telle enseigne que ce béton résiste. Mais nous regardons si elle va continuer à résister, s'il n'y aura pas des enfouissements, où le sol va partir en dessous, où il y aura des affaissements. C'est ce qu'il faut regarder. Oui, justement, et j'ai imaginé une situation où on trouve une dalle qui s'est affaissée. On va amener des goujons. On va amener le système goujon avec des grues
on peut enlever des plaques avec une signalisation qui permettra la circulation ordonnée. On travaille un côté en mettant le béton gougeant, on arrête, on travaille de l'autre côté, on arrange et on relie les deux. Au fur et à mesure, c'est-à-dire ce sera la manière d'entretenir ces routes de manière aussi rapide qu'on les a construites. Parce que le cas vont dire, mais ces routes se gaspillent vite. Mais on va trouver des raisons pour vite les arranger aussi, pour ne pas pénaliser ceux qui ont eu cet effort de se dire qu'allons vite, créons vite, réalisons vite pour que la population voie ce changement-là et soit apaisée dans leur souffrance. À Libreville, ici, il y avait plus de 60 km de routes qui étaient délabrées où on ne pouvait plus circuler. Mais avec les routes en béton, ça a guéri beaucoup de gens. Beaucoup de familles ont été guéries, des personnes âgées ont été guéries, des femmes qui allaient au marché ont été guéries, tout simplement parce qu'on circule sur les routes bétonnées. Et si vous vous rappelez, au 17 août, vous avez vu des gens venir au défilé avec une seule paire de chaussures. Ils n'ont plus amené 2 paires de chaussures, tout simplement parce qu'ils avaient la possibilité de quitter leur maison et de descendre directement sur la chaussée et venir même à pied jusqu'au bord de mer. Donc, c'est vous dire que la qualité y est, mais il faut maintenant la formation. Il faut former les populations et venir vers les solutions les plus adaptées à notre situation, qui est celle des routes à béton gougeant. Oui, M. Mehdi, voilà, vous avez quelque chose à... Je voulais compléter ce que l'ingénieur en chef venait de dire tout à l'heure. Il faut différencier les deux structures des chaussées. Donc, il y a une structure en béton bitumineux et une structure en béton armé. La structure en béton bitumineux est une structure souple, alors que celle en béton bitumineux est une structure souple et en béton armé est une structure rigide. Mais tout dépend du sol support. Si le sol support n'est pas de bonne portance, tout ce que vous allez réaliser ne va pas tenir. Mais là, en ce qui concerne la structure souple, elle ne résiste pas à l'eau. Vous allez voir les routes qu'on appelle couramment en goudron, mais c'est le béton bitumineux. C'est des grades vite lorsqu'il y a une présence d'eau sur l'une des surfaces de cette route-là. Mais le béton résiste mieux à l'eau. Voilà. D'où la durabilité. D'accord. Donc, voilà. Puisque nous sommes quasiment en train d'arriver à la fin de la première partie, ce que l'on veut retenir, M. Mehdi, M. Edezom, est-ce que les Gabonais doivent craindre quant à la durabilité dont parlait M. Edezom de ces routes aujourd'hui que nous découvrons au fil du temps avec le CTRI, les routes en béton notamment? Ok, je peux dire sans risque de me tromper, la route en béton armé a une durée de vie plus importante que celle en béton bitumineux. Béton bitumineux, on dimensionne dans l'ordre de 15 à 20 ans, alors qu'en béton armé, vous allez voir même les 50 ans de durée de vie. D'accord. Et est-ce que les routes que l'on voit, c'est quoi, en béton armé, en béton bitumé, les routes que l'on voit un peu partout Les routes qu'on a réalisées récemment en masse dans les voiries urbaines, c'est en béton armé. Mais celles qu'on est en train d'expérimenter au niveau des charbonnages, c'est en béton non armé goujonné. D'accord. Donc on va voir tout cela pour voir comment ça marche. Alors, nous avons encore quelques minutes avant de refermer. Vous qui êtes ingénieur en travaux publics, ingénieur en chef, est-ce que vous craignez pour ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Les routes? Les routes. En béton? En béton. Je ne crains pas. Tout simplement parce que je regarde les points importants qui détruisent les routes, tels que le trafic. Le trafic de Libreville est absorbé par la voie express, qui est le trafic le plus lourd. Et lui, il est sur une route en béton bitumineux. Oui. Ça n'a pas de problème, ça a été calculé pour supporter plus de 9000 véhicules jour. Oui. Pendant que nous sommes sur les voiries dans les quartiers, je regarde bien à partir de 23 h, on commence à compter les voitures. Ça donne aussi le temps à la route de résister et de durer dans le temps. D'accord. Ce ne sont pas des caterpillars qui passent dessus. J'avoue que les travaux publics, lorsqu'ils vont remarquer que certains endroits sont beaucoup exploités avec des agressions, ils vont aussi prendre... ce sont des routes qui ont des épaisseurs de 25, 25 de béton. Ils vont ajouter, on peut aller à 30. D'accord. À 30 d'épaisseur de béton, en sachant de mettre les routes en béton goujonné, il n'y a pas de joint de dilatation. Il y a des joints de dilatation. En fait, en mettant les joints de dilatation, on gère la possibilité du mouvement
de chaque plaque. D'accord. Et ça permet la durabilité de la route. D'accord. Ce qu'on retient, c'est que les Gabonais ne doivent pas s'inquiéter. Ces routes sont de bonne qualité. On va retenir cela pour la première partie, le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Et puis on revient justement pour la deuxième partie. On fera davantage le point sur les chantiers entamés par le CTRI depuis le 30 août 2023. Travaux publics, point sur les grandes réalisations sous le CTRI. C'est le thème de notre grand débat du soir de ce mardi. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir M. Gervais Mehdi, qui est le directeur général des infrastructures de transport. Et il y a avec nous également sur ce plateau M. Jean-Félix Edzozom Ondo, ingénieur en chef des travaux publics. Monsieur, on parlait justement de la qualité des travaux qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui par le CTRI. On a parlé des routes en béton, mais on va revenir quand même sur un fait, puisque nous avons sur ce plateau le ministère des Travaux publics qui est représenté par le biais de M. Mehdi. Et il s'avère qu'on a vécu, avant le CTRI, le ministère des Travaux publics n'existait que de nom. Il a été désossé, comme le disait M. Edzozom en début d'émission, parce qu'il y avait la présence de l'Agence nationale des grands travaux. Aujourd'hui, quelle est la place justement du ministère dans tout ce qui se fait en termes de réalisation des infrastructures? Ok, merci. Je peux affirmer ici que le ministère des Travaux publics a retrouvé ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans tous les projets initiés par le président de la transition. Ça, je peux l'affirmer en tant que directeur général des infrastructures de transport. Très bien. Alors, on va poursuivre. Ces travaux visent, entre autres, à renforcer la connectivité nationale, faciliter les déplacements et soutenir le développement économique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'un des objectifs visés justement par l'ensemble de ces chantiers lancés par le CTRI est atteint? Vous, M. Edzozom, qui observez, mais également l'ingénieur que vous êtes? J'avoue qu'un projet, lorsqu'un projet a de l'impact sur le plus grand nombre, c'est le plus bon projet, non seulement au niveau économique, mais au niveau social également. Vous allez remarquer qu'en dehors des routes, de grands marchés sortent à Olumi, un peu partout dans la ville. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine circulabilité qui présente vraiment l'effort sur le transport, les déplacements des biens et services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie en marche. Et c'est grâce à la route. Tous ces gens qui vont acheter au marché ou bien qui amènent de la marchandise pour vendre n'ont plus trop de difficultés à transporter ces marchandises. Et même pour aller acheter actuellement, chez moi à la maison, on ne perd pas le temps de faire un marché en 1h30. On va à Montboîte, on revient uniquement 1h30. Ça veut tout dire. C'est vrai qu'il y a des bouchons au centre-ville, mais dans les coins où on appelle les raccourcis, ça dessert et ouvre la circulation pour qu'on puisse atteindre les objectifs dans le temps qu'il faut, dans les besoins, par exemple au niveau des ménages, au niveau de l'administration pour venir au travail. J'avoue qu'il n'y a plus trop de retard dans l'administration, sauf si quelqu'un a un problème. C'est dire que l'économie, le développement va de pair avec ces réalisations. C'est tout ce que je peux présenter comme avantage pour ces constructions. Monsieur Mehdi, au-delà des routes, il n'y a pas que les routes. Quand on parle des travaux entamés par le ministère des Travaux publics via justement les objectifs impulsés par le CTRI, on parle également de construction des logements. Là également, à ce niveau, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut, en termes de bilan, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Très honnêtement, je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que c'est du ressort de la Direction générale de la construction. D'accord. Mais ce que je peux dire, j'ai participé à plusieurs réunions avec la Socorep, dans la société de construction des édifices publics. Et vous voyez, à côté de l'Immaculée Conception, il y a une cité administrative qui est en construction, qu'on appelle la cité Émeraude. Et partout un peu dans la ville, il y a plusieurs bâtiments qui poussent, c'est sous l'impulsion du CTRI. Donc je peux dire que de ce côté, les projets aussi avancent considérablement. D'accord. Et si on parlait, monsieur, de la place
des entreprises gabonaises dans tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de construction de routes. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Quand je dis qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne, justement, c'est comparativement aux années avant. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les entreprises gabonaises ont la part belle, sont plus regardées, ont plus de marché dans ce domaine? Ok, donc tout à l'heure, à l'entame de mes propos, je disais que le ministère était mort, les projets routiers étaient morts, y compris le domaine de l'entretien routier. Donc c'est plus dans le domaine de l'entretien routier que les PME gabonaises sont plus présents dans l'exécution des travaux. Donc avec l'arrivée du CTRI, on a vu renaître l'entretien routier. Vous avez vu, on a une dotation en matériel. En même temps, il y a des PME qui ont reçu des marchés de moins de 150 millions. Là. Les marchés sont signés, les ordres de service sont signés en même temps et les entreprises sont en train de se mobiliser pour pouvoir exécuter l'État. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde a quelque chose à faire en ce moment-là. Monsieur Dodom, quand même un grand pas pour l'expertise gabonaise. J'avoue que lorsqu'on regarde ce qui se fait, normalement l'expertise gabonaise est suprême. Elle est au-dessus de tout. Mais il faut voir la technicité. Dans le temps qui est imparti, le temps de retrouver tout ce qu'on doit avoir en tant que technicien. Cela n'est pas possible tout de suite pour 18 mois. C'est ce qui a fait à ce que, par exemple, le ministère sectoriel prenne aussi les services de certaines entreprises expatriées. Cela, ce n'est pas mal en tant que tel. Ça permet aussi à ceux qui sont restés longtemps sans exercer des grands travaux de revenir, comme si on peut le dire, dans un recyclage et reprendre la main pour que ce qui va se passer après cette période de transition, que les Gabonais puissent réellement s'exprimer. Je vous ai amené ici. Oui, on a vu, vous avez amené... Comme vous le voyez, je suis expert spécialiste du calcul des prix bâtiments et travaux publics. Lorsqu'on parle de prix, dans le prix, on voit l'entreprise. Vous avez ici les bordereaux de prix qui doivent être exploités par les entreprises. Au Gabon? Au Gabon. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'une entreprise réalise une unité d'un service, il y aura la main-d'œuvre, il y aura le coût du matériel, en gros, le coût des matériaux. Ça vient d'où? Ça vient du Gabon. La main-d'œuvre gabonaise doit être rehaussée, supplombée et gagnée en temps, en coût et en expertise. C'est ce qui fera que l'économie du Gabon monte, parce que cet argent ne va plus sortir du Gabon, ça va rester au Gabon. Ça rentre dans les termes de bonne gestion. Et je l'encourage, et j'avoue que c'est ce que son Excellence, le ministre d'État des Travaux publics, est en train de mettre en place la rigueur dans la gestion, pour que ce qu'on touche, le Gabonais ait d'abord ait été le premier à mettre la main et fasse son choix. Ça va de pair dans la bonne gestion, dans le coût, parce que le prix touche l'ensemble de la réalisation. En fait, je parle en termes vraiment un peu techniques, mais c'est ça la réalité. Il faut que les Gabonais rentrent dans la danse. Une partie y est déjà, parce que j'ai la liste ici des entreprises qui ont travaillé sur la voirie. La majorité sont des entreprises gabonaises, les PME gabonaises. C'est vrai qu'on n'a pas encore des consortiums, des grosses boîtes qui sont gabonaises, 100% gabonais, mais ça va venir avec le temps, parce que tout ce qui est encouragé, normalement par la haute autorité actuellement, c'est que le Gabon soit le patriotisme, que le Gabon soit présent dans tout ce qu'on fait, sans exclure bien sûr l'apport de nos frères qui viennent des autres pays. Ça va arriver avec le temps. D'accord. Peut-être pour revenir sur la question, vous qui êtes au ministère des Travaux publics, qui représentez également ce ministère sur ce plateau, en termes de main-d'œuvre, est-ce que justement il y a beaucoup de Gabonais dans ces différents chantiers engagés aujourd'hui? La main-d'œuvre gabonaise? Oui, ça dépend des chantiers. Mais de manière générale? De manière générale. Est-ce que les Gabonais sont très présents? Les Gabonais sont très présents dans les sociétés françaises, un peu chinoises, mais dans les entreprises chinoises, les Gabonais sont présents dans les équipes d'exécution, pas dans le staff d'encadrement. Mais par contre, au niveau des sociétés françaises comme Colas, Socoba, Acciona,
il y a des ingénieurs gabonais qui sont impliqués au premier plan. D'accord. Alors, en début de première partie, on parlait des difficultés qui faisaient en sorte que les travaux entamés n'arrivaient pas à terme. On parlait naturellement de la question des financements. Est-ce qu'aujourd'hui, les travaux publics, avec tous les chantiers qui sont engagés, en termes de financement, est-ce qu'il n'y a rien à redire? On peut espérer qu'aujourd'hui, les travaux qui ont été lancés, pour ceux qui ne sont pas encore terminés, qui sont toujours en cours, arriveront finalement à leur terme. Est-ce que cette question a été réglée pour ne pas enregistrer également des éléphants blancs? Je me permets de répondre, après mon collègue va peut-être compléter parce qu'il est observateur. Donc au niveau du ministère, très honnêtement, la question du financement est toujours présente. Pourquoi? Les projets qui étaient en arrêt, le président de la transition a donné un coup de souffle, donc a donné des avances de redémarrage des travaux. Vous avez vu que c'est en exécution. Il est arrivé un moment où on a reçu beaucoup de décomptes validés par l'administration, mais au niveau des instances financières, donc le trésor, bien le budget, il y avait des retards de paiement. Donc, d'où la nécessité du ministère des Travaux publics de se rapprocher du budget et voir dans quelle mesure on peut donner un coup de souffle pour que ces projets ne s'arrêtent pas. Vous avez vu récemment, il y a le chef de l'État lui-même, le président de la transition, qui a convoqué toutes les entreprises pour regarder ensemble quel est le niveau de la dette et quel effort il peut faire. Et nous, au niveau du ministère, on a évalué la dette des décomptes validés à hauteur de 55 milliards. Et le président de la transition a sorti 30 milliards. Donc c'est un coup de souffle important. Bien sûr. Ça nous permettra d'atteindre des pourcentages très élevés en termes de réalisation. D'accord. Et pour parler justement des grands chantiers, au début, vous avez parlé de 5 grands chantiers qui sont quand même chers au président de la transition, le candidat désormais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces différents chantiers? Où en est-on exactement? C'est ce que je disais, que les avances de redémarrage qu'on leur avait données, ça leur a permis de se remobiliser, de se réinstaller. Parce que les chantiers, comme par exemple au Vamakoko, ils avaient démobilisé totalement. Et la centrale de concassage et la centrale d'Arobé, ils avaient démobilisé. Donc l'installation de ces équipements-là, ça prend beaucoup de temps. C'est 4 mois à 5 mois. Ça, il faut le Donc on est encore dans la partie installation. Non, ils se sont réinstallés et déjà? Ils ont commencé à réaménager. Et au niveau de Vamakoko, ils ont déjà la centrale d'Enrobé qui est opérationnelle. Au niveau de Port-Gentil, Forasol-Mbega, la centrale est opérationnelle. Toutes les centrales sont opérationnelles. Donc avec le coup de souffle que le président de la transition a donné, je pense qu'ils vont commencer à mettre les enrobés en œuvre. D'accord. Monsieur Dezom, vous qui êtes observateur de tout ce qui se fait en termes de construction, des infrastructures routières, quel a été le mal, ou j'ai envie de dire le péché du régime déchu qu'aujourd'hui les autorités actuelles ne doivent pas reproduire pour que justement le Gabon continue dans ce qui se fait? Je vais partir dans ce que nous appelons la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est comme une gangrène. C'est-à-dire lorsque on prépare un projet, on le planifie, on le programme, on le budgétise. Quand il y a l'engagement d'une structure à exécuter un travail, on sait à coup sûr combien coûte le projet, quel projet qui sera réalisé, dans quel temps, dans quelles conditions. Tout est ficelé. Maintenant, c'est au moment d'avancer dans le travail, de payer ce travail, de garder le cap sur les montants. C'est vrai qu'il y a souvent des avenants pour des imprévus, mais lorsqu'on ne respecte pas les engagements du début, qu'à un moment, on va créer des situations qui n'ont rien à voir avec les projets à réaliser, on va créer expressément des retards de paiement, mais lorsqu'on arrête une entreprise qui exécute, il y a le temps d'immobilisation qui coûte. Vous faites 1, 2, 3 mois, vous n'exécutez pas, l'entreprise demande à ce qu'on lui paye ce temps qu'il est resté sur place. Ça augmente le coût des projets. Ça veut dire qu'un projet qu'on aurait pu exécuter à 50 milliards, avec tous ses défauts, on arrive
à 100 milliards, mais le budget de l'État, on ne le gonfle pas comme un ballon. C'est quelque chose qui respecte des normes de gestion. Il y a des procédures à respecter. Et à ce moment-là, l'État qui est en train de monter en flèche pour atteindre la félicité doit respecter la gestion, la bonne gouvernance. Compter sur des gens capables d'être intègres, des gens lucides, non duples, des gens qui vont respecter les textes. Ça fait pas longtemps, j'étais à la Cour des comptes, il y a un travail faramineux qui s'est fait là-bas. Et c'est là-bas j'ai su qu'un fonctionnaire qui détourne de l'argent peut répondre de cela au tribunal, être condamné pour ce qu'il a gaspillé les fonds de l'État. Chacun doit être conscient de ça pour que chacun sur son travail, au bureau, au chantier, respecte la bonne gouvernance, respecte tout ce que l'État met, parce que ça appartient à tous les Gabonais. En tant que patriotes, tous les Gabonais sont concernés pour le développement de notre pays. Et c'est pourquoi il faut respecter ces normes. Il faut respecter, être intègre, être rigoureux dans la gestion, répondre de ces actes quand la situation se dégrade. Bon, on n'est pas là à faire la chasse aux sorcières, mais dès qu'on découvre les malfaçons, il faut vite les enlever. Parce que la mauvaise gouvernance, je vous ai dit au départ, c'est comme une gangrène. Si votre élément, vous êtes directeur, vous voit voler, mais il va le faire en cachette, il ne va pas vous le dire. Vous allez beau chercher d'où sort le mal, mais vous allez le découvrir, vous n'aurez plus les moyens de l'arrêter, il est déjà loin. Est-ce que vous voyez? Et regardez, là, dans la gestion des projets, les engagements, un projet routier ne doit être financé que par des fonds qui sont prévus pour les routes. Pourquoi aller prendre les fonds d'un bâtiment ou bien d'un entretien routier pour aller construire des bâtiments? Voilà la mauvaise gouvernance. Si le fonds routier est tombé, c'est parce qu'on prenait l'argent du fonds routier pour aller construire des immeubles. Voilà les raisons. Parce que, par exemple, lorsqu'on doit faire la route, au lieu de faire la route, on attend pour faire on appelle ça des fonds fongicides, les fonds où on mélange tout. Quand l'État a besoin de faire quelque chose, on va encore prendre sur les fonds de la route pour faire autre chose. Mais ça déséquilibre. Restons chaque chose qui a son nom là où on doit le garder. C'est ça la bonne gestion. Je crois que... Monsieur Mehdi, peut-être pour enchérir et pour aller dans le même sens, quels sont les pièges qu'il faut éviter, vous qui êtes au ministère des Travaux publics, voilà, quels sont les pièges qu'il faut éviter pour retomber dans les mêmes travers, parce qu'on remarque tous que ce que le CTRI est en train de faire, notre chantier en train de le montrer, est énorme pour aider les populations, soulager un tant soit peu, et même les populations de l'intérieur du pays. Quels sont les pièges qu'il faut éviter pour ne pas retomber dans le même travers? Merci. Pour ne pas retomber dans les travers, la première chose, il faut d'abord sécuriser les fonds. Les fonds qui sont dédiés à un projet doivent servir à ce projet-là. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas avoir beaucoup d'implications dans un projet. Pourquoi? Dans un contrat signé avec un partenaire, une entreprise qui va exécuter une route, il y a des intervenants au projet. C'est l'article 1 du marché, selon le Code des marchés publics. Les intervenants sont bien définis. Donc, c'est ceux-là qui doivent suivre l'exécution du marché. Donc, éviter que des intervenants qui ne sont pas concernés par le marché puissent venir donner les ordres, bien des orientations à l'entreprise pour faire ceci, cela. Donc, ça désoriente tout et ça peut entraîner des blocages dans l'exécution, puis dans l'avancement des travaux. Donc, premièrement, sécuriser les fonds et laisser les intervenants au marché exécuter le marché. D'accord. Plusieurs travaux ont été lancés de manière simultanée. On a eu l'impression, vous l'avez dit, tout était mort au niveau du Gabon. Est-ce que c'était la bonne méthode où il fallait aller pas à pas? À mon avis personnel, c'était la bonne méthode. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère régalien qui est là. Et au sein de ce ministère, il y a des experts aguerris pour suivre ces chantiers-là. Et on peut aussi s'attacher les services des consultants pour pouvoir exécuter ces travaux. Donc c'est une bonne chose que de lancer plusieurs chantiers. D'accord, mais en termes quand même de qualité, on va revenir parce que la route c'est important. Vous l'avez dit, ça facilite la circulation, la mobilité, l'interconnexion entre les différentes provinces. Monsieur Zozom, quand on regarde le Gabon aujourd'hui, pour ne pas parler des routes faites par le CTRI, quand on regarde les anciennes routes, il y a beaucoup d'endroits au niveau de Libreville, pour rester seulement dans le grand Libreville, où quand on regarde des routes, on a presque envie de pleurer, on se dit c'est de l'argent qui a été
été jeté par la fenêtre parce qu'on regarde la qualité des routes, on n'a que nos yeux pour pleurer. Est-ce que finalement, c'est peut-être parce que les experts que vous êtes n'avaient pas très souvent été associés dans les études qui ont été menées autrefois? Vous savez, quand il y a la mauvaise gouvernance, c'est comme si, quand les rats fuient un bateau qui coule. Si vous avez remarqué à l'échangeur de Nzanyo, lorsque vous rentrez pour aller à Tibinsos, il y a un élément qui était tombé sur le goudron. À un moment, le trou devenait si grand, il est allé même jusqu'à 2 mètres de profondeur, 2 mètres de largeur. Mais il y avait des techniciens, mais il n'y avait plus de responsables. Parce que ceux qui avaient cette gestion, qui était à ANGT, à l'agence, ne regardaient pas ces choses-là. Ceux qui étaient au TP pleuraient. C'est comme si vous avez un enfant, vous voyez votre enfant, vous ne pouvez pas accepter que votre enfant se détourne de vos orientations. Mais parce que vous êtes conscient. Mais au moment où un parent arrête de suivre son enfant, l'enfant prend tous les sens. Je prends cette forme pour dire que c'est quand les gens ne savent plus gérer qu'ils laissent les choses pourrir. Mais quand il y a la bonne gestion, on sait qui regarde quoi et qui rend compte à qui de droit pour que les choses soient exécutées dans les normes. Il y a comment on appelle ça, une équipe de sécurité qui a été créée au ministère des TP, qui regarde comment les gens fonctionnent sur la route. Imaginez que quelqu'un arrive, sa roue qui est crevée, il enlève le pneu, il reste avec la jante, il circule sur le béton sur des kilomètres. Il fend le béton, il fend le bitume. Et vous allez regarder après, on a des fissurations sur cette voie. Tout simplement, quelqu'un a traversé avec une jante métallique sur du bitume. Mais si quelqu'un sait ce que ça veut dire, même quelqu'un qui est riverain, il doit l'arrêter. Il doit lui dire d'arrêter et forcer à appeler les forces de l'ordre pour que ça soit réparé et informer le ministère sectoriel pour qu'il y ait des réparations. Voilà comme les types de réactions que nous devons avoir. Ne pas voir les choses de l'État, dire ça regarde l'État, ça regarde le gouvernement. Non, chacun doit prendre la responsabilité de défendre le bien de nous tous. C'est un peu ce que je voulais ajouter. D'accord, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission, M. Mehdi. Au nombre des actions entamées, il y a ceux qui visent à faire face aux inondations, à l'assainissement dans certaines zones particulièrement vulnérables, avec pour objectif principal de protéger les populations. On parle de routes, mais très souvent, on a des problèmes au niveau des canalisations. C'est le cas, par exemple, à Iaï, quand il pleut, c'est un peu difficile. Là également, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes, qu'est-ce qui a été prévu sur l'ensemble du Grand Libreville, mais pas seulement, puisque le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville, il y a également les autres provinces, qui a été prévu justement pour lutter contre ces différentes inondations. Ok, merci. Comme pour la route et les bâtiments, il y a la Direction générale de la construction et il y a l'UCET, l'unité de gestion des études techniques pour les bassins versants, en quelque sorte. Donc, ils ont beaucoup de projets, quoi. Et il y a un projet qui s'exécute en ce moment au niveau des terres nouvelles, qui s'exécute. Donc, ces projets d'assainissement sont pris à cœur au niveau du ministère des Travaux publics. Aussi, lorsque nous étions au séminaire au niveau de l'Égypte, on a signé des partenariats avec des entreprises égyptiennes qui sont spécialisées dans le domaine de l'assainissement, qui vont venir nous aider à résoudre ce problème-là d'assainissement au niveau des grandes villes du Gabon. D'accord. Travaux publics, le point sur les grandes réalisations du CTRI. Nous sommes arrivés à la fin. Messieurs, je vais vous donner à chacun 30 minutes pour conclure. Messieurs et Dodom, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Personnellement, je voulais ajouter quelque chose avant que je ne donne ma... Il faut qu'on revienne sur une émission qu'on avait avant. Je crois que tu étais un plus jeune. Moi, j'étais déjà au lycée. L'éducation populaire, où on montrait aux gens comment il ne faut pas faire de la saleté sur la voie publique. Ce que vous voyez comme inondation est créé par les hommes qui jettent sur les assainissements, les canaux, les caniveaux, la saleté. Ça ne doit pas se faire. D'accord. Maintenant, pour terminer, pour ce qui va arriver après les élections, il faut que le Gabonais sache gérer. Ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État, c'est l'affaire de tout un Gabonais, savoir gérer le bien du Gabon.
le bien commun. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, M. Dezo. M. Mehdi, je vais vous donner votre mot de fin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne quand on parle des grandes réalisations du CTRI? Ce qu'on doit retenir, c'est que ces projets vont se réaliser. Et ici, nous avons parlé des projets qui étaient en arrêt. On n'a pas parlé des projets nouveaux. Il y a beaucoup de grands projets nouveaux, notamment OEM à Sokmenzin et Dende Doussala qui va commencer à s'exécuter. C'est de laisser au ministère des Travaux publics la charge de gérer ces projets-là pour que ça aboutisse. Parce qu'on en a l'habitude, on a déjà réalisé beaucoup de projets dans ce sens. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes monsieur Gervais Mehdi Tsoka, directeur général des infrastructures de transport. Il y avait également avec nous sur ce plateau monsieur Jean-Félix Edozo Mondo, ingénieur en chef des travaux publics. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous qui vous remercions. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau thème et des nouveaux invités.